Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures d'Élise. Je vous rappelle le principe de cette émission, je vous lis un chapitre issu d'un roman auto-édité et ou posté sur des plateformes de type Wattpad, Scribd, etc. avec autorisation de l'auteur ou de l'autrice, bien entendu. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier chapitre de 4 années, un roman historique écrit par Miana Bayani et qui nous raconte l'histoire d'un jeune soldat durant la Première Guerre mondiale. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve après le jingle pour la lecture de ce premier chapitre. Les Lectures d'Élise, votre émission Découverte Lecture. Lyon, samedi 1er août 1914. Un bruit désagréable me tire de mon sommeil. Je ne prends pas la peine de relever la tête, je n'en ai ni la force ni l'envie. Le bruit se rapproche, se fait plus pressant. « Louis ! Louis !» Je grommelle en reconnaissant la voix de ma sœur. Je n'ouvre pas les yeux pour autant. Je sens qu'elle tire sur mes draps et je relève difficilement la tête. Je la vois qui me fixe tout sourire du haut de ses 7 ans. Elle danse d'un pied à l'autre, surexcitée. « Qu'y a-t-il? Que fais-tu là ?» Je regarde autour de moi. Le soleil perçant se ferait un chemin à travers les volets usés de ma chambre, inondant ma sœur de lumière. Elle a l'air d'un ange. « C'est aujourd'hui !» s'exclame-t-elle, et j'enfouis ma tête sous l'oreiller. « C'est aujourd'hui !»« Qu'est-ce qui est aujourd'hui ?» marmonnai-je en fermant les yeux. D'ici 2 minutes, je serai parvenue à me rendormir. Félicie me secoue l'épaule sans ménagement. Autant pour moi. « Aujourd'hui, tu nous emmènes à la Tête d'Or, tu te souviens ?» Bien sûr que je me souviens. Cela fait des jours qu'elle en parle. Je ne réponds rien et elle s'impatiente. « Tu te souviens, dis !» Je relève la tête et la fixe, songeur. Elle a de longs cheveux d'un noir de jais et ses yeux vert clair sont pétillants et malicieux. « Tu es sûr que j'ai promis ça, moi ?» Son sourire est éclatant. « Oui, oui, tu as promis. Allez, debout, ne perdons pas de temps, le soleil va bientôt se coucher. »« C'est encore le matin, » ris-je en me redressant. Elle ne m'écoute pas, trop occupée à farfouiller dans mon imposante armoire en ébène. Cette dernière est dans la famille depuis un siècle, si j'en crois les dires de mon père. J'entreprends de tirer les muscles endormis de mes bras en étouffant un bâillement. Félicie se redresse et me jette une chemise blanche à manches longues et un pantalon en toile beige au visage. « Allez, habille-toi! Jules va bientôt arriver, tu dois aussi préparer le panier de pique-nique pour ce midi. » Elle quitte ma chambre en courant, sans me laisser le temps de lui rétorquer quoi que ce soit. Jules est le garçon des voisins, toujours fourré avec Félicie. Il y a plusieurs semaines, tous les deux m'ont fait promettre de les emmener passer une journée au parc de la Tête d'Or. Maman refuse que Félicie y aille seule, ce qui est compréhensible, et j'étais occupée jusqu'à ce début de mois d'août. J'étudie le droit depuis quelques mois, comme le souhaite mon père. Cela ne m'intéresse pas du tout. Je préférerais exercer un métier physique qui demande de la sueur et des efforts, quelque chose dont je pourrais être fière. C'est donc mon 2e jour de repos et me voilà déjà dans le rôle du grand frère modèle. Je me plains, mais je suis ravie de passer cette journée en compagnie de ma sœur et de son turbulent ami. J'enfile rapidement les vêtements que Félicie a choisis pour moi et ouvre entièrement les volets de ma chambre. La chaleur du soleil me réchauffe le visage et je plisse les paupières. C'est une très belle journée. Je retrouve ma mère assise dans la salle à manger, les épaules voûtées. Je m'approche et m'aperçois qu'elle recoue une robe de Félicie. « Bonjour mon fils » dit-elle en me voyant approcher. Suivant mon regard, elle ajoute. « J'aurai moins de pain sur la planche si ta sœur cessait de courir à tout va. Cet enfant a de l'énergie à revendre. » « Je vois ça, » réponds-je. Elle m'a littéralement tiré du lit pour que je les emmène, elle et Jules, à la Tête d'Or. Elle rit et je me détends. C'est bon de la voir rire. Depuis les assassinats de je ne sais quelle figure politique d'Europe de l'Est et d'un politicien français, on se croirait au bord de la catastrophe. Je ne m'y connais pas beaucoup en relations internationales, mais je ne comprends pas pourquoi les Français se font un tel sang d'encre quant à la situation géopolitique d'Europe de l'Est. Un politicien français, d'accord, mais pourquoi tout ce tintouin ? Des figures politiques ont déjà été assassinées avant ce pauvre bougre, cela n'a rien d'extraordinaire. « D'ailleurs, j'ai préparé votre repas pour ce midi, » reprend maman. Elle me montre le panier pique-nique posé sur la table de la cuisine. Cela m'arrange, ainsi je suis certain de ne rien oublier. Merci maman, je pense que nous rentrerons en fin d'après-midi. Je l'embrasse rapidement sur la joue, attrape le panier et quitte la pièce avant qu'elle n'ait le temps de me faire une remarque sur ma bicyclette. Devant la maison, je retrouve Félicie en compagnie de Jules. Ils me tournent le dos, agenouillés, et semblent très concentrés sur leurs tâches. Je m'approche et les surprends en train d'encourager 2 escargots. « Que faites-vous » Félicie me jette un rapide coup d'œil. « Une course d'escargots » répond-elle sur le ton de l'évidence. « Celui qui perd devra courir derrière la bicyclette. » J'éclate de rire. Personne ne va courir derrière la bicyclette, à part peut-être toi si tu continues à effrayer Jules. Ce dernier se redresse et me sourit.
Il lui manque une dent de devant, ce qui le rend encore plus juvénile. « Salut bonhomme !» m'exclamai-je en lui tapant la main. Jules a 7 ans lui aussi, mais sa petite main et ses joues pleines lui font en paraître 5. Je le lui fais remarquer pour le taquiner. Il n'a pas de fratrie, c'est pourquoi il passe l'essentiel de son temps à la maison. « Bonjour, oui !» répond Jules. « Merci de ne pas me laisser courir derrière vous. » Lorsque je l'ai rencontré, Félicie et lui avaient tout juste 4 ans, et Félicie avait des difficultés à articuler correctement. Ce qui fait que Jules a cru que je me prénommais « Oui » quand Félicie a fait les présentations. Depuis, ce surnom me colle à la peau. « Tu plaisantes? Je vais vous montrer ma technique. » Je confie le panier à Félicie, le temps d'aller chercher ma bicyclette posée contre le mur de la maison. Je la fais rouler et la dépose contre le petit portail du jardin. Les enfants s'approchent et je vérifie les suspensions du siège arrière. Je l'ai fabriqué à partir de bouts de métal fondu de l'usine de papa. En voyant la forme incurvée du matériau, j'ai tout de suite songé à en faire un siège pour ma bicyclette. J'attrape Jules sous les aisselles et le pose délicatement dans le panier à l'avant de l'engin. Sa petite taille lui permet d'y tenir assis sans danger. Je lui donne le panier de victuailles et cale Félicie sur le siège arrière. Je la fixe à l'aide d'un gros élastique de fortune et je prends place sur la selle. C'est parti! Le poids de nous 3 réunis me surprend et je peine à faire rouler la bicyclette. Je m'engage sur le chemin de terre, prenant de la vitesse. Les petits bras de Félicie m'en serrent la taille et je l'entends rire, les cheveux au vent. Je répète souvent à maman de lui couper un peu de sa longueur pour qu'elle soit plus à l'aise, et elle me répond inlassablement que les cheveux courts pour une petite fille, ce n'est pas convenable. Je ne vois pas ce qu'il y a d'inconvenant, je sais juste que ce serait plus pratique pour Félicie. Le ton inquiet de Jules me sort de mes pensées. « Tu es sûr qu'on a le droit de faire ça ?» Il semble mal installé, trop anxieux pour oser détendre ses muscles. Ses jambes ne pendent pas à l'extérieur du panier, elles sont figées. « Je ne crois pas, » réponds-je. Son regard est apeuré. « Mais ne t'en fais pas, je maîtrise la situation. » Un petit mensonge et le voilà rassuré. Il n'a aucun souci à se faire. Pourtant, il insiste. « Et si on se faisait arrêter ? Je dirais aux gendarmes que je ne savais pas que c'était interdit. »« Mais tu sais que c'est interdit. » »« Mais les gendarmes ne savent pas que je sais que c'est interdit. » Son regard se fait songeur et je ne pense pas qu'il ait compris. Je retiens un sourire. Nous arrivons rapidement sur les quais du Rhône. Il y a foule aujourd'hui, comme si cette éclatante journée d'été avait fait sortir de chez eux tous les Lyonnais. Je me ferai difficilement un chemin entre un couple se baladant, une bande de petits garçons qui jettent des pierres à l'eau, et des groupes d'amis qui rient. Je me suis trompé. Tous les Français ne sont pas angoissés quant à l'actualité géopolitique européenne. Je pense que si la France était en danger, les gens ne se comporteraient pas de manière si anodine, comme une quelconque journée d'été. Même le soleil cesserait de briller. « Regarde !» s'exclame Félicie. Je tourne légèrement la tête et vois qu'elle pointe du doigt à notre gauche les 4 majestueuses tours blanches qui surplombent la ville tout entière. « C'est la basilique Notre-Dame de Fourvière », l'informai-je. Sa construction a débuté après la guerre de 1870 et est terminée depuis tout juste 18 ans. Félicie et Jules sont captivés par l'imposante stature de la basilique et nous rejoignons enfin l'entrée du parc par la porte Tête d'Or. Le nom de ce parc provient d'une légende selon laquelle un trésor serait enfoui dans les environs, comprenant notamment une tête de Jésus en or. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais j'aime l'idée d'une légende pluricentenaire. J'aide Félicie et Jules à descendre de la bicyclette, Félicie heureuse et Jules soulagé, et nous nous promenons à l'ombre des gigantesques platanes. Je pousse le vélocipède et les enfants font la course. Je m'assois sur un banc en pierre et les observe jouer au bord du lac. J'aurais peut-être dû apporter de quoi lire. Pour midi, nous dégustons le repas préparé par maman, et ils retournent s'amuser avec les oies. En milieu d'après-midi, je suis distrait par 2 passants qui semblent agités. Je leur jette rapidement un coup d'œil. Ils se tiennent à quelques mètres à ma droite, et l'un d'entre eux agite un papier sous le nez de l'autre. J'entends les mots « Jaurès » et « mobilisation générale ». Encore des bruits concernant le danger qui planerait sur la France ? Je me lève et vais à leur rencontre. « Bonjour, messieurs » commençai-je. Ils cessent de parler et se tournent vers moi. « Si je puis me permettre, quel est le motif de votre dispute ? Vous n'êtes pas au courant ?» me demande celui qui tient le papier. Je fais non de la tête et il me tend la feuille. Je l'attrape, inquiet. Mon cœur fait un raté lorsque j'avise le titre de l'annonce. Ordre de mobilisation générale. C'est écrit en gras juste sous 2 petits drapeaux français entremêlés. Je relève la tête et surprends le regard peiné de l'homme. C'est un bien triste jour pour notre patrie. Gardez-la, mon cher. On en trouve des copies à tous les coins de rue. Les 2 hommes m'adressent un signe d'au revoir auquel je ne réponds pas. Je suis sous le choc. Je me perds dans la lecture de l'affiche. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures,
et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le 2 août 1914. C'est demain. La mobilisation générale débute demain. J'ignore si j'ai ouvert les yeux ou si la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, mais j'ai l'impression que les gens sont tout à coup angoissés. Certains s'agitent, courent dans tous les sens, s'apostrophent dans la rue. Je suis sous le choc. J'enroule précipitamment l'affiche que je coince sous mon bras et appelle les enfants. Je les installe sans un mot sur la bicyclette et pédale de toutes mes forces. Je sais pourtant que rentrer plus rapidement à la maison ne changera rien. Je ne réponds pas aux questions de Félicie, concentrée sur la route et sur mon objectif. J'entends malgré moi le tocsin retentir dans toute la ville. J'accélère l'allure. Je vois avec soulagement notre maison se profiler à quelques mètres devant nous. Une fois la bicyclette arrêtée, je fais descendre rapidement Félicie et Jules et je me précipite à l'intérieur. J'ouvre la porte d'entrée qui cogne contre les murs avec un bruit sourd. Mes parents se tiennent au milieu de la pièce, en compagnie de ceux de Jules. « Dieu soit loué !» s'exclame ma mère en me serrant dans ses bras. Je suis toujours figée, la fiche de mobilisation aplatie entre elle et moi. « Nous avons entendu le tocsin !» déclare-t-elle. Elle semble au bord de la panique. « Que se passe-t-il » parviens-je à demander d'une voix calme. Maman s'écarte de moi et Félicie se blottit contre elle. Jules court rejoindre ses parents. Personne ne répond à ma question, alors j'insiste. « Papa ?» Je déroule la fiche et la lui montre. Son visage blême se fige et il passe une main tremblante sur son visage. « Seigneur !» murmure-t-il. Je suis pétrifiée parce que je ne l'ai jamais vu dans un tel état. C'est ce qui m'effraie le plus. Il se laisse lourdement tomber sur une chaise en bois et se prend la tête entre les mains. « C'est bien ce que je craignais », déclare-t-il enfin. « De quoi ? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Cela signifie que nous sommes en guerre, » répond le père de Jules d'un air grave. « Pourquoi ? À cause des assassinats ? » En fin de compte, j'aurais dû être plus attentif aux actualités européennes. Le père de Jules répond à ma question. Essentiellement, celui de l'archiduc François Ferdinand, héritier d'Autriche-Hongrie, assassiné le mois dernier. C'est exact, acquiesce mon père. Il y a 4 jours, l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, a déclaré la guerre à la Serbie. Pourquoi ? Le meurtrier de François Ferdinand est un nationaliste serbe. Je ne me souviens plus de son nom. L'Autriche-Hongrie a donc trouvé utile de déclarer une guerre préventive contre la Serbie. C'est absurde. Toutes les guerres sont absurdes, me répond le père de Jules d'un ton las. Quel est le rapport avec la France ? C'est compliqué. L'Empire russe, allié de la France, a mobilisé ses troupes il y a quelques jours, et l'Allemagne lui a déclaré la guerre aujourd'hui. En tant qu'allié de la Russie, la France se doit de réagir. Qu'allons-nous faire ? S'enquiert ma mère. Elle tient toujours Félicie contre elle, qui nous observe à tour de rôle, les yeux écarquillés par la peur. Nous allons nous mobiliser, déclare fermement mon père, tout en se levant de sa chaise. Son visage se durcit, et je retrouve la figure paternelle que j'ai l'habitude de voir. Forte, courageuse, déterminée. Il tend la main vers moi, et je lui transmets la fiche de mobilisation. Je suis soulagée d'en être débarrassée. Il la parcourt rapidement des yeux, puis l'enroule d'un geste aux accents définitifs. Nous partirons demain. Félicie se précipite vers lui et papa l'attrape sous les aisselles. « Je ne veux pas que tu partes !» déclare-t-elle en ravalant un sanglot. « Tu vas où ?»« Je vais défendre notre patrie. Je vais faire en sorte que tu puisses vivre et grandir sereinement. » Il l'embrasse sur le front et ajoute. « Je rentrerai bien vite à la maison. Je veux y aller. » Tous les regards se tournent dans ma direction. Il y a encore 5 minutes, je maudissais cette guerre. Désormais, je veux en faire partie. Maman a un rire las. « Ne dis pas de bêtises, Louis. Ce ne sont pas des bêtises. Je veux partir, moi aussi. » Le sourire fatigué de maman s'évanouit et elle me fixe avec des yeux apeurés, comme si elle ne reconnaissait pas son fils. C'est peut-être le cas. Alors je me tourne vers papa. « Je veux me battre, » insistai-je. « Louis, ce n'est pas un jeu. Je n'ai jamais dit ça. » La fureur gonfle en moi et menace d'éclater au grand jour. Les parents de Jules sont silencieux et leur regard désolé me pèse. Papa comprend que crier ne nous mènera à rien, alors il s'adoucit. « Fils, je ne veux pas prendre le risque de te perdre. Moi non plus. Je ne veux pas prendre le risque de te perdre, papa. Pourtant, tu vas quand même à la guerre. Je veux y aller aussi. Je veux me rendre utile, défendre la patrie, comme tu l'as si bien dit. Je ne peux pas rester à la maison pendant que tu donnes ta vie sur le champ de bataille. » Mes mains tremblent et je reconnais les signes de la crise d'angoisse. Je me force à me calmer, à respirer. Tu m'as suffisamment raconté d'horreurs sur la guerre de 1870 pour que tu saches ce que cela fait de regarder son père partir au front. Tu as bien 16 ans, Louis, m'interrompt le père de Jules. J'acquiesce. Je suis désolée, mais l'engagement volontaire n'est possible qu'à partir de 17 ans. Quoi ? Non, si. La loi des 3 ans a été votée l'an dernier. Mais j'aurai 17 ans dans un mois. Papa repose Félicie par terre et abat une main puissante sur mon épaule.
La guerre sera probablement déjà terminée dans un mois. Je serai rentrée à la maison et on ne parlera plus de ces désaccords entre pays européens. Je ne te crois pas. J'ai conscience de me comporter comme un enfant, mais les enjeux sont trop importants pour que je capitule. Papa jette un rapide coup d'œil à maman, puis me regarde droit dans les yeux. Si dans un an, la guerre n'est pas terminée, je te promets que nous te laisserons t'engager. Pas avant. Mais il n'y a pas de mais, me coupe-t-il d'une voix forte. Ce sera l'an prochain ou rien du tout. J'entends vaguement maman murmurer « Seigneur » dans mon dos alors que je tourne les talons et quitte la maison. J'enfourche ma bicyclette et pédale comme si ma vie en dépendait. J'ignore où aller, alors je tourne en rond jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que je sois épuisée. Je rentre ensuite à la maison vidée de toute énergie. Le lendemain matin, je n'accompagne pas ma famille à la gare. Je ne dis pas adieu à mon père. Je refuse, car ce serait comme admettre qu'il ne reviendra pas. Alors que moi, j'ai bien l'intention de le revoir. Et voilà, cette lecture est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce roman. Si vous voulez savoir où vous procurer 4 années et ou savoir où retrouver son autrice Miana Bayani sur les réseaux sociaux, je vous renvoie vers la barre d'infos où vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à une prochaine fois.